Bonsoir. Il est le président du Parti des Républicains. Lui, c'est Paul-Marie Pouellet. Il est l'invité de Célébrité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir et merci. Alors, comment se porte Paul-Marie Pouellet? Je suis en pleine forme, comme un jeune de mon âge. Et dans quel état d'esprit vous vous trouvez à l'instant? Serein, il n'y a aucun souci. Voilà, alors vous aviez suivi la télé, écouté la radio, lu les journaux et magazines, surfé sur le net ces dernières semaines, disons ces 3 derniers mois. Qu'avez-vous retenu? Ça dépend dans quel contexte. Retenu de la vie politique nationale, de la vie politique internationale. Au plan international, je retiens le fait que le terrorisme bat son plein, vient un peu comme bousculer les cartes du monde. Nous avons des pays qui naguère étaient stables, qui aujourd'hui, malheureusement, sont bousculés, dérangés dans leur équilibre par le terrorisme. Je fais allusion tout récemment au Burkina Faso, qui pour nous est un pays modèle en termes de démocratie maintenant, et qui malheureusement se heurte à cette vision rétrograde qu'est le terrorisme. C'est bien dommage. Au plan national, bien sûr, il y a des choses à dire et à redire. Nous avons eu le référendum au forceps. Nous avons aujourd'hui la fixation de la date de l'élection présidentielle. Nous avons le sempiternel débat sur la loi électorale, sur le recensement, bref, un peu tout ce qui a toujours animé la vie démocratique dans un pays. Voilà un peu ce que je retiens. Bon, au-delà, bien sûr, de Internet qui, sans faire offense, mais qui est un véritable fourre-tout et où on raconte des choses et d'autres, quelquefois contradictoires. Voilà, on voit que M. Paul-Marie Pouellet suit l'actualité à la lettre. Alors, vous êtes né le 19 août 1970 à Mabombo. Alors, quel souvenir gardez-vous de votre enfance? Des grands souvenirs, cette solidarité infantile qui caractérise tous les enfants africains et notamment congolais. On grandit toujours dans un esprit de solidarité, dans un esprit de partage. J'ai encore souvenir de ces véhicules que nous fabriquions nous-mêmes avec des bambous, en remplacement de jouets modernes aujourd'hui que nous offrons à nos enfants. J'ai souvenir aussi de mes années d'école où je devais parcourir 7 kilomètres qui nous séparaient du centre de Mabombo pour aller à l'école, et ça je le faisais tous les jours. Et bien entendu, pas comme les enfants d'aujourd'hui qui ont 100 francs, 200 francs en poche, mais comme un vrai fils je dirais pas de paysan parce que mon papa n'est pas du tout, c'est un administrateur, bien que pas de grand échelon, mais on ne pouvait pas partir avec de l'argent comme aujourd'hui. Donc on partait avec son liboquet fait par sa maman, on arrivait à l'école et quelquefois l'objet de la brimade, certains de nos aînés, vous prenez la nourriture, la mangez, vous terminez les cours, vous êtes obligé de partir comme ça, affamé, depuis le matin jusqu'au soir. Mais c'est des souvenirs intenses qui restent toute la vie, et bien sûr mes années de lycée où Moyonzi était encore ce que nous appelions à l'époque N'Djamena, en référence à cette révolte, je crois, militaire, et qui avait la fameuse guerre qui avait emmené les soldats congolais à N'Djamena, vivant une vie un peu dure où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas toujours à manger tout le temps. Voilà, c'était un peu en référence à cette vie. On avait surnommé le lycée de Mouyonzi N'Djamena parce que le système y était assez corsé. Je me rappelle que lorsque nous faisions ce qu'on appelle des devoirs départementaux, on nous plaçait, pas comme aujourd'hui, on mettait un élève de la série A à gauche, un autre certainement de la série B à droite, et on était là,
Si je suis en seconde, celui qui est à côté de moi est en première, donc on ne peut pas communiquer. Celui qui vient après, tous les deux est en terminale. Et chacun était véritablement dans l'individualisme où on travaillait sans avoir à recourir à X ou à Y. La fraude y était strictement prohibée. Je vois aussi ces années d'internat où vous êtes obligé de vous lever à 5h30 du matin pour aller prendre un bain obligatoire, ou à 6h vous devez faire l'étude obligatoire, à 6h30 l'éveil de couleur, à 7h pile début de cours. C'était une vie réglée et j'avoue, en parler comme ça me ramène un peu à... Est-ce qu'il y a des odeurs qui vous reviennent, que vous voulez bien revivre de votre enfance? Oui, quelle est l'odeur que vous aimiez? Ces années, non, surtout le foufou de maman, le manioc de maman. Pourquoi pas, oui, bien sûr, on y pense tout le temps. Et quand je me déplace, quand je vais voir ma vieille maman, bien sûr que j'ai bien envie de remanger ces plats, ces mets. J'ai bien envie de revivre un peu cette enfance, pourquoi pas même sur ses jambes. Souvent on me prend pour un gros bébé, mais on a vraiment envie de revivre cette enfance. Voilà, alors, Paul-Marie Pouellet et la politique. Qu'est-ce qui vous a emmené en politique? Bon, je ne saurais le dire, mais je pense que c'était un petit sentiment de révolte qui me gagne un peu plus tôt dans ma jeunesse. Je mentirais si je disais que j'étais un piètre élève. J'étais un très bon élève, un très bon étudiant aussi d'ailleurs. Mais déjà très tôt, j'ai pris conscience de ce que notre pays était en train de traverser. Très tôt, c'est-à-dire quelle période? Je devais avoir 16 ans à part là, parce que je vis un peu durement le fait que notre frère aîné, qui va en Europe pour faire ses études, il obtient un doctorat à l'époque, doctorat unique de physique appliquée, donc en électronique. Et quand il rentre des années, je crois, 87, 88, eh bien, il est forcé de faire le service national obligatoire. Et lui qui, pendant un peu plus de 10 ans, a vécu en Europe pour se perfectionner, pour se cultiver, se former, il le vit très mal. Il dit, mais je ne suis pas allé apprendre l'armée, je suis allé pour être formé dans un domaine précis, notamment la physique appliquée. Alors, je pense que je ne pourrais pas aller à Makola pour faire le service national obligatoire. Et déjà, 2 ans avant, on parle de programme d'ajustement structurel. On ne comprend pas très bien, mais on voit, on lit, on sent que le pays est en train d'aller dans une direction qui n'est pas tout à fait bonne et qui ne garantit pas notre avenir. Et donc très vite, je m'oppose à mon père qui est 4 ans avant mon naissance, membre du bureau, comment vous appelez, du Parti congolais du travail. Donc on a des débats comme ça autour d'un repas où je lui reproche un certain nombre de choses, des choix politiques de leur... Vous avez quel âge? 16 ans? 16 ans, 17, 18 ans, donc voilà. Vous aviez déjà ce petit esprit rebelle? Ah, vous savez, j'ai commencé à lire des romans quand je suis au CM2. Des romans photos ou les SAS? Des vrais romans. J'ai commencé, oui, par les SAS. Je lisais Le Prince Malko, vous voyez. Et puis, finalement, j'ai lu, par exemple, L'étrange destin de Vangrin, alors que je ne suis qu'en 6e. Ce qui étonnait un peu mes professeurs et qui m'étonnait moi-même, cette passion que j'avais pour la lecture, que j'ai jusqu'à aujourd'hui pour la lecture. Et si bien que très, très rapidement, je suis un peu entré dans le monde adulte avant l'âge. Quel est le livre que vous lisez maintenant? Là maintenant, je suis beaucoup plus en politique que dans les romans, voilà, je suis beaucoup plus en politique. Je lis Chirac, mon ami de 30 ans, ça a paru il y a quelques années, mais je continue à le lire tellement il est enrichissant. Voilà. Vous étiez militant de la première heure de l'UPADES, oui ou non? Oui, j'ai adhéré à l'UPADES comme mon premier parti politique quand j'ai demandé à souscrire. En quelle année? Nous sommes en 92 quand on crée l'UPADES. Nous sommes élèves en terminale. Nous sommes très intéressés par
cette vague de démocratisation qui gagne l'Afrique. Il y a déjà le Bénin qui fait sa conférence nationale. Et vous aviez adhéré à l'UPADES? J'ai adhéré, oui. J'ai adhéré officiellement, j'ai fait une demande. Le choix justifié parce que vous étiez Bembe? Non, non, je crois que c'est beaucoup plus par le fait qu'il y a une multiplicité des partis politiques. On présente Lissouba comme quelqu'un qui est un grand savant, qui est un grand professeur, et on est forcément attiré par cet éclectisme, par cette, comment dire... À vous aussi, pour l'ethnie et la proximité? Du tout, du tout. Lissouba n'est pas Babembe, donc ça ne me tente pas du tout. Il y a des aînés qui sont là, mais que je ne connais pas. J'entends parler de Mukwege, j'entends parler de Ngila Mbunga, mais je ne les connais pas. On n'a aucun passé commun, aucun lien proprement parler, donc j'adhère beaucoup plus par conviction que par... parce qu'il y a ce souci d'appartenir à autre chose que le PCT que je critiquais. Voilà, et j'adhère donc à l'UPADES. Naturellement. Naturellement. Voilà, alors Pascal Lissouba, que retenez-vous de sa gouvernance? De sa gouvernance, beaucoup de choses. Je retiens déjà d'avoir arraché quand même le partage, le contrat de partage de production avec la grande société Elf à l'époque, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Hein. C'est une très grande négociation et je pense même que ça, quand on y réfléchit bien, ça fait l'objet des causes qui ont fait partir Lissouba du pouvoir, cette vigilance qu'il voulait mettre un peu au service de Elf pour voir qu'est-ce qui revenait au Congo, qu'est-ce qui devrait revenir à la société. Le partage. Voilà, donc je retiens je retiens aussi quand même une rubrique qu'on aurait pu exploiter un peu plus intensement, c'est le programme qu'on appelait PID, un projet d'investissement diversifié. C'est-à-dire que très rapidement, je pense le président Lissouba avait perçu le fait que l'économie congolaise n'était assise que sur le pétrole, et aujourd'hui, un peu plus âgé, je m'en rends compte de la pertinence de cette analyse. Donc, il décide de pouvoir soutirer sur chaque baril de pétrole vendu, je crois, $1 qu'on mettrait au service d'une diversification de l'économie. Bon, malheureusement, pendant 5 ans, il y a eu beaucoup de turbulences. Je pense que ça n'a pas donné les effets escomptés, mais au moins aujourd'hui, on bénéficie quand même. Alors, comment réagissez-vous lorsque vous entendez certains de ses proches écrire noir sur blanc que Lissouba était piètre dirigeant? Ben, ça dépend. Moi, je vois Lissouba sous le prisme d'étudiant que je suis. Et donc, il y a cette sorte d'adulation du professeur qu'il est. Et c'est le maître, c'est lui qui montre la voie. Mais ceux qui l'ont pratiqué, ceux qui ont vécu avec lui, qui ont participé à la gestion avec lui, ont peut-être plus d'éléments pour apprécier l'action de Lissouba. Et si jamais ils pensent qu'il était un piètre dirigeant, bon, écoutez, moi je ne peux apporter aucune appréciation parce que je n'étais pas dans les rouages du pouvoir. Certes, j'étais membre du parti, mais pas au point de participer à la prise de décision. Donc, voilà, En 1997, le Congo a connu une terrible guerre civile. Oui. Alors, comment avez-vous vécu cette période? Je l'ai déjà très mal vécu en 1993. Nous arrivons, après avoir obtenu le bac, nous sommes ici à Brazza, nous commençons les études universitaires, quand soudain éclatent ces affrontements armés entre les différentes milices, les Zoulous d'une part soutenant le président Lissouba, les Cobras et Ninja d'autre part soutenant le président Sassou et le président Bernard Kolela. On le vit très mal parce que nous avons fondé tous nos espoirs sur la démocratie et voilà que tout de suite, ça paraissait comme une désillusion. Et quand arrive le clou de 97, bien évidemment, je vis ça dans ma chair parce que je suis à Brazzaville, j'effectue un déplacement en dehors de Brazzaville, j'apprends qu'il y a une attaque au domicile du président Sassou.
J'apprends comme tout le monde hein, sur les ondes. Il y a des tirs à Brazzaville, la résidence du président Sassou. Et vous vous trouvez toujours à l'extérieur Non, je ne suis pas à l'extérieur, je suis à l'extérieur de Brazzaville. Ah d'accord. Mais pas du pays. Donc, mais vous n'avez pas pris part à... Non, je ne suis pas là en 97, non, mais c'est un peu plus tard. Ça vous a pas tenté de tenir les armes? Pas sur le coup en 97. En tout cas, en 97, c'est vrai qu'on est... Vous savez, quand on est jeune... que vous étiez... Oui, quand on est jeune, on a envie de tout expérimenter, de tout comprendre, de tout toucher. Mais on a envie de dire aussi en même temps qu'on est étudiant et donc on s'est dit un peu éclairé, qu'on n'est pas tout de suite amené à tenir les armes. En tout cas, pas en ce moment-là. Voilà, alors de 2002 à 2007, vous étiez attaché parlementaire et à la communication de l'honorable Joseph Kinyumbi Kiambungu. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage? Ben, si c'est... Je ne sais pas s'il y avait des séquences dans ma vie, je dirais, on est là à l'étape de l'apprentissage de la politique active. Je connais M. Kinyumbi en 1999, nous sortons de la prolongation de la guerre civile qu'il y a de 97 jusqu'à 99. On vient de signer les accords de cessez-le-feu et je me retrouve à Pointe-Noire en attendant de voir comment regagner Brazzaville. Et c'est dans cette lutte de pouvoir relancer les activités du parti, de l'UPADES. Donc, et ce que je rencontre Kinyumbi, qui s'est opposé à Maître Méry Martin, qui, membre du Conseil national, voulait convoquer une session du Conseil national, mais élargie à des cadres qui n'étaient pas membres du Conseil national de l'UPADES à l'époque. Alors nous nous sommes opposés, et moi, jeune, je passais des interviews à M. Kinyumbi, j'ai essayé d'expérimenter un peu toutes les théories que j'ai apprises à l'école sur la communication et tout ça. Et finalement, j'ai pris goût au point où nous l'avons accompagné dans toute son aventure. On a été à l'élection présidentielle, après on est parti aux élections législatives qu'il a remportées. Et bon, bien sûr, pour gratifier quand même sa petite cour qui était autour de lui, il fait de moi son attaché parlementaire et bien sûr chargé à la communication. Et je garde alors, quelle est la véritable raison de votre séparation? Avec M. Kinyumbi, ce n'est pas... Je ne me sépare pas de M. Kinyumbi, mais je me sépare de l'UPADES. Parce que je constate qu'après notre lutte pour que M. Méry, appelons ça comme nous l'appelions à l'époque, n'usurpe pas le parti, je constate malheureusement qu'il n'est pas seul dans cette volonté de pouvoir s'accaparer du l'UPADES. Il y a à l'extérieur des gens qui se réclament être nommés par les Souba, il y en a qui disent qu'ils ont la légitimité du Congrès. Et finalement, ce tiraillement ne me permet pas de m'épanouir comme jeune militant et je décide donc de claquer la porte. Bon, bien sûr, il y a des questions qui sont essentiellement humaines, mais que j'avais juré ne jamais évoquer en public et je garde le secret. Alors, certaines mauvaises langues, de la rue bien sûr, affirment que c'est à cause de votre terrible accident que vous aviez fait dans le pool qui vous a poussé à quitter l'honorable Kinyumbi Kiambungu, prétextant que le malheur venait de lui. Bon, ça c'est la rue, et moi je ne réponds pas. Vous l'aviez écouté ou pas? Oui, vous l'aviez entendu? J'ai entendu des choses comme ça d'ailleurs. À un moment, ça a failli dégénérer en un conflit familial, parce que mon papa qui a prêté un peu le flanc à ces racontars est venu ici, nous en avons discuté, il a rencontré M. Kinyumbi, qu'il avait très bien reçu, et au final... Un accident qui a failli vous coûter la vie? Oui, oui, mais ce n'est pas le premier du genre. Dans la vie, on s'attend toujours à des accidents qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. C'est pour ça que ça s'appelle accident, c'est parce que ce n'est pas programmé. Et donc, non, je n'ai personnellement pas prêté le flanc à ces gens d'idiotie. J'ai dit à mes parents que ça n'avait rien à voir. Je ne me connais pas... je ne m'y connais pas dans ce monde qu'on brandissait, et donc j'attendais plutôt une explication rationnelle et je l'ai eue parce que
Apparemment, il semble que nous ayons perdu la barre de direction de la voiture. Né grandi au village, on est tenté parfois d'y croire. Malheureusement, j'ai grandi dans des conditions où il n'y avait pas trop place à la superstition. Voilà, alors, voilà, l'Alliance pour la République, l'ARD. C'est quoi l'histoire de ce parti? Oui, quand je quitte M. Kinyumbi, je pense... La politique, c'est un peu comme la drogue. Hein. Quand on a goûté, on a envie de toujours prendre au point où ça devient comme une obsession. Quand je quitte M. Kinyumbi, je pensais me donner une petite période sabbatique. Malheureusement, ça n'a pas marché. Très vite, je suis rattrapé par le syndrome de la politique et donc je me rapproche de M. Clément Miarassa avec qui nous avons, comme d'autres, Bonaventure Mbaya, Maître Ambroise Mandonga, avec eux, nous avons donc créé, bien sûr, sous la bénédiction de M. Mathias Nzon, nous avons créé donc... c'était pas Mathias Nzon qui à l'origine? À l'époque, il est à la Banque centrale, donc il ne peut pas faire la politique active, mais je pense que l'ARD doit son existence à lui, à M. Nzon. C'était un instrument pour préparer sa candidature à l'élection présidentielle de 2009. Et donc, voilà, nous créons cet espace et que nous avons animé pendant un bon bout de temps, jusqu'à pratiquement à la veille du débat sur la Constitution, qui m'a un peu retiré de ce milieu. On va l'évoquer puisque c'est mieux de parler de la genèse de nos politiques, puisqu'ils écrivent peu. Hein, c'est un constat. Mais c'est peut-être lié aussi au fait que nous avons une culture de l'oralité. Vous savez, l'Afrique a cette culture de l'oralité et que de plus en plus d'hommes... Vous n'écrivez pas, c'est pourquoi ça fait place à la rumeur. Exactement, on écrit très peu ou pas du tout. Et peut-être pour respecter cette culture de l'oralité où les choses, même les grands secrets se transmettent de bouche à oreille. Je suppose, mais je pense que j'ai encore un peu de mon temps, je me consacrerai à l'écriture. Voilà, alors en 2009, vous étiez porte-parole du candidat Mathias Nzon. Alors, que retenir de cette expérience? Grande expérience, j'allais dire, grande expérience parce que, oui, c'est un peu comme par palier toute ma vie militante. L'apprentissage, c'est avec M. Kinyumbi, la conception d'une stratégie politique vient avec la création de l'ARD. Et là, avec la participation à la campagne électorale de M. Nzon, on est dans la communication politique, on est dans les grandes manœuvres politiques où vous devez rencontrer quelquefois des adversaires à des moments, à des heures indues pour discuter non pas de la compromission, mais des compromis nécessaires pour passer telle ou telle étape. Vraiment, c'est l'approfondissement de l'apprentissage, un peu, j'allais dire, c'est un peu comme si on descendait dans la crypte pour essayer d'être au contact des ossements. Et ça, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que je suis très jeune, je suis quelquefois un peu apeuré par certaines démarches, mais au final, on se rend compte qu'il fallait bien passer par là pour acquérir une certaine expérience. Donc, beaucoup d'expérience. Ah oui, c'était... Aller voir même les Nganga, les marabouts. Non, en tout cas, j'ai jamais pensé à ça dans ce milieu-là, jamais. Mais c'est des grands débats, comment dire, des grandes tactiques, des grandes stratégies qui peuvent... on essaye de faire, de se placer au niveau de l'adversaire pour imaginer ce qu'il peut faire contre nous afin de contre-attaquer, d'anticiper. C'est un peu ce que les Américains ont appelé la prospective. Hein. On fait une projection de ce que l'adversaire peut faire par rapport à tel ou tel sujet et quelle peut être notre contre-attaque. C'est pourquoi la politique est une science. Exactement. Voilà, alors après, le candidat a demandé de boycotter l'élection. Le paradoxe est que sa candidature était maintenue. L'opinion n'a pas compris un peu ce jeu. Demander à boycotter et à notre surprise, dans les urnes,
On retrouve ces bulletins. Ouais. Avec le recul, je me dis, tiens, mais qu'est-ce que nous avons fait à ce moment-là? Mais nous étions animés par un seul souci. Nous savions que si nous retirons notre candidature et que nous retirions en même temps tous nos bulletins et tout ça, il nous serait difficile de contester l'élection présidentielle. Et il fallait donc un peu comme laisser libre cours au processus de se dérouler et que, gardant la posture du candidat, nous soyons en mesure de dire, voilà, dans telle localité, voici comment l'élection s'est passée, voici, et que nous ayons voix au chapitre. Mais surtout que nous ayons aussi la possibilité de recourir à la Cour constitutionnelle pour d'éventuelles réclamations, ce que nous avions fait d'ailleurs. Nous avons eu à introduire des requêtes. Bon, malheureusement, la chanson est connue. Depuis 2002, les requêtes ont été chaque fois déclarées irrecevables. Voilà, les indignés congolais en 2010. Indignés contre quoi ou contre qui? Bon, vous savez, on prend de l'âge, on a été formé, on se dit, oui, mais on fait la politique, mais on n'a pas un statut social au-delà de ce qu'on peut vous appeler politique, homme politique, mais on a quand même appris. Et je me suis retrouvé avec des jeunes de mon âge, mais moins âgés que moi aussi. Et nous avons commencé un peu à réfléchir, à regarder notre avenir. Copiant un peu sur le modèle de ce qui, en Espagne, aux États-Unis, prenait corps comme un mouvement de revendication de notre statut. Nous sommes jeunes, chômeurs, alors que nous avons été formés, mais qu'est-ce que l'État qui nous a formés attend de nous? Et on est donc indigné face à cette misère, au-delà des richesses que le Congo a, mais il y a quand même la misère, mais une grande misère, 70% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes indignés, donc nous disons, mais pourquoi on doit vivre dans cette misère alors que le sous-sol... Et le message était passé? Le message est très bien passé, puisque je me rappelle que nous avons organisé des manifestations dans les différents arrondissements de Brazzaville. Et ça m'a permis d'ailleurs d'être un peu connu par le public de Brazzaville. Nous avons organisé des grandes activités. Nous pensions organiser un sit-in, par exemple, à l'esplanade de la radio et de la télévision nationale, en Combo, ce qui n'était pas du goût des autorités et qui m'ont fait molester dans un coin de rue, me laissant complètement à demi nu. Et voilà, je commence là à subir un peu mes premiers coups en politique, mais qui ne sont pas des coups sur la base des idées, mais des coups physiques. Parce qu'en merdant certainement, touchant là à un secteur extrêmement sensible, le chômage, parce que quand même, les Congolais, les jeunes, ils sont formés, mais quand ils sortent de leurs écoles de formation, ils sont dans la rue, ils n'ont rien à faire, ils se livrent à la boisson, à la prostitution pour les filles. Et donc, regrouper ces jeunes gens autour d'un idéal, autour d'une revendication de leur intégration au monde du travail, est un secteur extrêmement sensible. Et j'ai encore en mémoire l'entretien que j'ai eu avec le préfet, l'ancien préfet, le général Ndelengolo, dans son bureau, un entretien de près de 2 heures, qui s'est mal terminé, parce que nous ne nous entendions pas. Autant lui, il évoquait des souvenirs du genre, oui, en 83, j'étais ministre, et je voyais des milliers d'enfants aller à l'école, je me posais la question de savoir, mais que vont-ils devenir? Et je lui dis, monsieur le préfet, justement, les enfants que vous voyez passer à l'école en 83, c'est nous. Et nous vous posons la question, qu'est-ce que vous avez fait de nous? Qu'est-ce que vous avez fait pour préparer notre avenir? Aujourd'hui, nous sommes en train de revendiquer ce que, en 83, vous auriez dû réfléchir comme solution. Alors l'entretien, évidemment, ne s'est pas terminé comme je le sais. Voilà, alors, le dimanche 4 mars 2012, il y a eu explosion des casernes de Mpila, et qui avait fait plusieurs morts et blessés, ajouter à cela des dégâts matériels. Alors, qu'est-ce qui vous est venu dans la tête en entendant les premières détonations?
Alors c'est un moment douloureux, doublement douloureux pour moi. Un, parce que c'est le pays qui est endeuillé, mais deuxièmement, parce que je découvre une deuxième épreuve de ma vie. Je passe 6 mois de prison. Pourquoi? Bon, je décrirai d'abord, c'est dimanche, comme tout bon Congolais, bon, je me repose jusqu'à 8 heures par là, avant de me préparer pour aller à l'église. Je suis réveillé par une première détonation. Moi, je vis à Mfilou, vous voyez, c'est presque 2 extrémités. Une forte détonation qui me remue pratiquement dans mon lit, je me réveille. Je crois d'abord que ce sont les enfants qui jouent au ballon. Et puis une deuxième déflagration, je me dis, tiens, c'est pas un accident à l'aéroport. Je me lève, les yeux un peu lourds de sommeil. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Et puis, j'appelle un de mes collaborateurs pour demander. Il dit, ah, mais j'ai l'impression qu'il y a une fumée noire qui se dégage, qui monte vers le ciel. Je ne sais pas si ce n'est pas un avion qui est tombé. Je dis, ben, il faut que tu ailles voir quand même. Et c'est une amie qui est dans les services secrets à Kinshasa, qui m'appelle avant la 3e déflagration pour me dire, mais tiens, il y a des problèmes chez vous. Alors j'ai cru d'abord à un coup d'État. Honnêtement, je me suis dit, tiens, c'était un coup d'État, mais ça viendrait d'où? Quand je vois la configuration de la hiérarchie militaire, je me dis, je ne vois pas qui peut se lever un matin pour dire, je vais chasser le président Denis Sassou Nguesso. Qui ça? Est-ce que c'est des étrangers? Est-ce que c'est quoi? Ben, je prends quand même la précaution, entouré de mes jeunes gens qui s'occupent de ma sécurité, de sortir de chez moi. Je sors de chez moi et puis cet ami qui m'appelle après la 3e déflagration pour me dire non, il semble que c'est des munitions qui auraient brûlé chez vous et qui ont fait des dégâts, y compris chez nous à Kinshasa. Et là, le jeune que j'avais envoyé sur le terrain me fait une description macabre. Et je suis effondré. Si bien que mes premières interventions sur RFI ont été assez dures à l'endroit du président de la République. J'ai dit qu'il a failli parce qu'il a le devoir de protéger les Congolais et que des centaines de Congolais sont morts et c'est sa faute. Je crois que cette déclaration ajoutée à la passion, à la révolte, m'ont poussé effectivement en prison. Pendant près de 6 mois, je suis resté à la maison d'arrêt. Voilà, en novembre 2014, vous créez avec certaines figures de l'opposition congolaise la plateforme Sauvons le Congo. Là encore, c'est comme les titres des films. Sauvons le Congo, contre qui? Contre quoi? Alors, il faut effectivement restituer. Sauvons le Congo est né à la suite de la naissance du débat sur le changement ou non de la Constitution. Mais rappelez-vous que déjà dans le cadre du collectif, parce que quand je sors de prison, je rejoins le collectif des partis de l'opposition, et les collectifs avaient déjà dit 2 ans avant, le collectif déjà attiré l'attention de la communauté nationale et internationale sur la volonté du président de la République de vouloir changer de constitution afin de se représenter. Et donc quand ce débat est né à la suite des descentes que le président de la République a effectuées dans la Likwala, dans le Niari, alors nous avons pris conscience qu'il fallait quitter la sphère de la politique pure et dure pour défendre la Constitution dans la sphère de la citoyenneté. Et c'est comme ça que justement est né Sauvons le Congo, avec le titre révélateur. Quand nous disons Sauvons le Congo, ça veut dire éviter au Congo de sombrer à nouveau dans les années noires que nous avons connues. Voilà, alors un constat, vous naviguez en échec. En échec. C'est un constat. Vous créez des plateformes, vous créez des associations, rien presque n'aboutit. Bon, nous sommes dans le domaine politique. Le domaine politique, aboutir, ça veut dire qu'il faut arriver au pouvoir. Et bien entendu, très tôt, lorsque nous créons tous ces espaces, l'objectif, c'est d'abord d'apprendre. Je pense que beaucoup de Congolais se trompent
sur le fait que la politique doit s'apprendre, un peu comme une science, ajouter à cela des dons qui sont naturels, voilà. Donc nous sommes dans cette étape d'apprentissage, et dans l'apprentissage, vous voyez le débat qu'il y a, y compris en Occident aujourd'hui, comment faire pour supprimer les échecs scolaires. Donc nous pensons que dans cette période d'apprentissage, on se fout un peu de l'échec. Alors si on vous posait la question, pourquoi cette instabilité politique, disons, associative, qu'est-ce qui vous fait courir? Il n'y a pas d'instabilité. C'est ce qu'on disait de Chirac. Vous allez en association en association. Oui, on grandit, on part d'une association où on est seul, après on part vers une autre association où on est un peu plus en groupe, et puis parce qu'on ne peut pas arriver au pouvoir seul, ce n'est pas possible. C'est une génération, c'est un socle qui arrive au pouvoir. Et donc on est obligé de composer, de voir au niveau national et même au niveau international, quels sont les partenaires susceptibles de faire que nous arrivions demain un jour au pouvoir. Voilà, un peu. Donc ce n'est pas une instabilité, c'est la poursuite d'un idéal qui vous oblige à passer d'une unité minuscule vers une unité un peu plus grosse, ainsi de suite. Est-ce que Paul-Marie Pouellet était un agitateur, comme l'affirment certains, de vos détracteurs même? Oh, mais vous savez, bon, agitateur, je ne sais pas, moi j'ai jamais été à l'école de l'agitation, j'ai fait des études des lettres, voilà, je ne sais pas ce que c'est l'agitation, je ne suis jamais allé dans les rues, un peu comme à l'image des évangélistes, pour dire, voilà, faisons ceci, faisons cela. En tant que provocateur? Non, il y a un style de communication, peut-être un peu trop... comment dire, un peu trop direct, sincère, un peu trop direct. C'est ça qui offusque les gens, mais chacun a un style qui le caractérise. Alors, un autre constat, vous êtes souvent relié à l'arrière-plan. Dans la plupart des mouvements que vous aviez eu à créer, disons, dont vous êtes l'initiateur, vous êtes toujours relié à l'arrière-plan. C'est dû à quoi? Ben, à mon caractère. C'est comme certains présidents d'orchestre, disons certains initiateurs qui ont créé des orchestres et le président c'est une autre personne. L'humilité précède la gloire, vous savez. L'humilité précède la gloire. Je pense que lorsque j'émets une idée pour qu'on crée tel ou tel mouvement et que nous en donnions un peu l'orientation, bon, maintenant... Est-ce que c'est pas parce que vous n'avez pas les moyens de votre politique? Il y a tout ça, mais il y a aussi le fait que... Ah, donc vous admettez que l'argent... Ah, bien entendu. Vous ne ferez pas la politique si vous n'avez pas d'argent. C'est pas possible. C'est un domaine... L'argent fait défaut. Oui, l'argent fait défaut, mais en même temps... parce que les idées, c'est pas ce qui vous manque, mais... Je parle d'humilité parce que je pense... Comme vous avez avant l'heure, il n'est pas l'heure. Après l'heure non plus, il n'est plus l'heure non plus. Donc j'aime bien faire les choses, mais à point nommé, pour éviter d'être ni trop pressé, ni trop tard. Je peux émettre une idée qui peut intéresser les autres, et une fois que j'ai partagé cette... Je suis communicateur de formation, donc je partage l'idée. Et quand je partage, quelqu'un peut la perfectionner, quelqu'un peut faire mieux que moi. C'est comme si on vous donnait ces titres juste pour vous exposer. Par exemple, coordonnateur de Frocade, mais on voit que comme si vous étiez englouti... Non, en tant que coordonnateur du Frocade, je crois avoir exercé pleinement mes pouvoirs de coordonnateur jusqu'à un moment où plus nous approchions de la crise ou de la date fatidique du 20 octobre qui était présentée comme la date... Avouez que dans le Frocade, après, c'était d'autres figures qu'on voyait qui étaient plus en vue. Mais ça c'est la politique, justement. Vous savez, quand... Est-ce qu'on ne vous considérait pas comme... juste un petit frère? Mais c'est la culture congolaise. La sociologie congolaise, en réalité, nous sommes dans un système féodal qui fait que, quel que soit le génie du petit frère, qui ne puisse pas dépasser le grand frère. Vous arrivez à un certain niveau, vous avez fait votre boulot, vous avez fait la basse besogne, comme on dit, et puis c'est le grand frère qui apparaît pour dire, bon, je récolte les dividendes. Mais c'est la sociologie de notre société, pour risque de me répéter. Bon. Donc avoir l'argent, c'est important? C'est important dans tous les cas, dans tous les domaines. Et que représente l'argent pour Paul-Marie Pouellet? Non, rien. Comme une voiture, comme un téléphone. Rien de plus. Une nécessité? Non, je n'en fais pas une
je n'ai pas avec l'argent des rapports obsessionnels, non. Voilà, c'est un moyen, comme je peux m'acheter une voiture pour me déplacer. Voilà, c'est tout. Je n'en fais pas un casus belli. Alors, quelles sont les véritables raisons de votre départ à la coordination du FROCAD? Écoutez, j'ai des raisons personnelles et des raisons strictement politiciennes. Personnel parce que je considère comme un échec personnel le fait que le 20, nous n'ayons pas réussi, la mobilisation y était, mais nous n'ayons pas réussi à arrêter ce que nous appelions le coup d'état constitutionnel du président Sassou. Donc pragmatisme oblige. Pragmatisme oblige, je me suis dit, mais j'ai pas pu le faire combat était perdu. Perdu, non pas le combat, mais la bataille. On a perdu cette bataille, je me suis senti un peu comme... personnellement, individuellement, je me suis dit, mais... Est-ce que vous avez expliqué cela à vos pairs? J'ai fait une lettre de démission en bonne et due forme. Et bien sûr, il y avait de l'intrigue, mais c'est la politique. Il y avait quand même, bien entendu, des aspects que je ne voulais pas soulever parce que je tiens jusqu'à aujourd'hui à l'unité, à l'existence d'une opposition réelle, et je crois que cette opposition... Vous avez évoqué dans vos lettres, dans des interviews ici et là, des problèmes de suspicion, ça tue, de trahison, de haine, de positionnement. Oui, ça tue un peu la politique chez nous. Il suffit que vous ayez créé quelque chose... Est-ce que ces suspicions-là ne sont pas fondées? C'est à ceux qu'ils disent de brandir la preuve. Vous avez été nguirisé. Oui, c'est ce qu'on dit, mais il faut bien que... Nguirisé, pour ceux qui ne comprennent pas le terme, acheter. Acheter. Ouais. Mais il faut bien que ce qu'ils disent, ce qu'ils affirment, en brandissent la preuve. Vous savez, on dit tellement de choses sur tout le monde. On dit, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Mais on est dans... D'où peut-être, et ça fait partie des projets que nous avons présentés dans notre parti, le désir de moraliser la vie publique. De faire qu'il y ait une certaine traçabilité entre les acquisitions matérielles des hommes politiques pour que les uns et les autres soient un peu lavés Alors, d'où viennent toutes ces soupçons? Mais c'est assez banal. À votre avis, ça vient d'où? Comme je l'ai dit, c'est la guerre de positionnement. Il faut salir celui qui est là pour que... Quel intérêt pour vous salir? Vous menaciez certains leaders de l'opposition? Mais pourquoi pas? Vous savez, le FROCAD est né comme une blague. C'est né de la volonté, c'est vrai, de tous, de pouvoir se rassembler. Mais nous avons quand même, modestement, pris le courage d'aller rencontrer les uns comme les autres, y compris ceux qui hier ne se parlaient pas, ne pouvaient pas se retrouver à la même table. Nous sommes allés les rencontrer, nous avons discuté, montré l'intérêt d'être ensemble. Parce qu'aucune maison divisée ne peut résister à la tempête. Aucune. Et quand on a compris que l'unité, que le rassemblement, pas l'unité, mais le rassemblement était quelque chose d'essentiel dans la lutte politique, après, nous nous sommes mis à vendre cet objet, cet outil qu'est le FROCAD. Vous nous avez suivis tous les jours sur vos antennes, DRTV, sur RFI, sur BBC, parce qu'il fallait vendre cette marque de fabrique, le FROCAD. Nous l'avons si bien vendu que nous avons fait un premier meeting qui était pour nous un meeting test à Pointe-Noire, qui a été une grande réussite. Et dès cet instant où vous avez réussi à remettre la confiance entre les acteurs politiques et le peuple, mais vous devenez un danger. Parce que ceux qui, pendant longtemps, ont roulé leur bosse dans cette affaire et qui se sont vus subitement, comme par le miracle du Saint-Esprit, drapés d'une certaine sainteté, d'une certaine virginité, se sont dit, tiens, mais c'est nous qui sommes les grands roublards. Est-ce que tout cela n'est pas justifié? On se rappelle, la télévision nationale congolaise vous a offert quasiment une page entière. Mais vous savez, c'est la télévision nationale. Moi, j'ai une autre conception de la vie politique, vous savez. Moi, je suis respectueux. Qui a payé pour vous? J'ai jamais payé. Ah bon? J'ai jamais payé. En tout cas, que le directeur commercial de Télé Congo vienne me démentir, que ce soit DRTV, que ce soit à Télé Congo, j'ai jamais payé. Mais j'ai compris pourquoi
il y a eu cette exploitation un peu malicieuse. Vous savez, c'est une question qui touche à la vie de l'opposition. Bien entendu, il y a des malins qui ont dû mettre leurs mains à la poche pour dire, aussi longtemps que c'est entre eux qui sont en train de se cogner dessus, mais pourquoi pas? Donc quelqu'un de bonne foi, certainement, est allé payer en se disant, c'est très bien qu'ils se canardent entre eux. En tout cas, c'est à mettre à ce compte parce que personnellement, j'ai invité, comme dans toute activité de l'opposition, j'ai invité la presse. Et là encore, d'ailleurs, je l'avais ciblé parce que n'ayant pas de moyens, je crois que j'avais pris Télé Congo, j'avais pris DRTV, j'avais pris quelques 3 ou 4 organes de presse écrites. Voilà, ça s'est arrêté là. Mais que ce soit relayé comme ça par tous les médias de Bois. Et dans la même période, votre nom circulait dans une liste d'une proposition de certains membres du gouvernement, surtout sur le net. Vous savez, ça m'a fait rire parce que le président Sassou est au pouvoir depuis 1979. À l'époque, on peut dire qu'il n'y avait pas encore Internet, mais en 2002, nous avons déjà Internet. Je n'ai jamais vu une seule proposition de gouvernement sur Internet, jamais. Mais ça participe justement de la malice de mes détracteurs. En même temps qu'ils donnent l'idée que Pouelé est acheté, il faut le mettre dans un gouvernement pour prouver qu'effectivement, voilà, M. Pouelé est acheté. La preuve, il est dans un gouvernement. Est-ce que c'est un mal si vous étiez acheté? Mais d'abord, acheté par qui? Par ceux qui veulent de votre expertise. C'est pas un achat, ça. Si quelqu'un pense que Pouelé a des compétences pour servir la République, vous pouvez c'est pas un achat. Donc demain, c'est pas exclu si M. Pouelé est proposé ministre. S'il est proposé et qu'il accepte, je l'assumerai et je dirai pourquoi j'ai accepté d'être dans un quelconque gouvernement. Parce que votre parti, déjà, c'est des normes, les Républicains. Le parti des Républicains. Au-delà de la donc, en ce qui concerne la République, Paul-Marie Pouelé, c'est pas exclu. La République, elle est sacrée. Nos parents, nos pères, nos arrière-grands-pères se sont battus pour obtenir la liberté et obtenir la République. On aurait pu rester royaume. Royaume Téké, royaume Luango, royaume, je sais pas, Congo. Mais nous nous sommes battus pour fédérer tout cela dans un espace que nous avons appelé res publica, en copiant les Grecs, c'est-à-dire la chose publique. Donc la République est quelque chose de sacré. C'est le lien, c'est le sommet, c'est la raison d'être de notre existence au Congo. Et donc, quand il s'agit de servir la République, écoutez, il n'y a pas de restriction. Sauf bien sûr que dans le domaine politique, on n'irait pas servir la République simplement comme ça, à tout hasard. Il y a quand même une certaine codification qui fait qu'un gars de l'opposition comme moi, on dise, bon, monsieur Pouelé, vous allez venir dans le gouvernement du président Sassou. Il faut bien que je sache dans quel cadre précisément je vais dans ce gouvernement. Est-ce parce qu'on a un programme de travail minima qui est un programme commun, parce que estimant que le pays est dans une certaine crise et qu'on a besoin de toutes les compétences. Bon, le président Sassou, en ce moment, aujourd'hui, c'est lui le président de la République, il dit, bon, j'ai besoin d'un gouvernement d'ouverture parce que je pense que les questions qui touchent à l'existence même de notre République sont tellement importantes, tellement pertinentes, que j'ai besoin de la compétence de tout le monde. En ce moment-là, M. Pouelé se présenterait, s'il est proposé, il sera là, mais pas autrement. Avouez que le 20 octobre, tout a changé. Vous avez changé votre façon de voir les choses. Pragmatisme oblige, comme vous l'avez dit. Et l'apôtre de Jésus, qui est Judas, vous a inspiré. Comment ça? De trahir les autres. Mais comment? En faisant quoi? En les quittant. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire à la presse. Qu'est-ce que nous devions faire? Quand on vous traite ici et là de traître, vous réagissez comment? Mais je demande à celui qui me dit, vous êtes traître, mais traître par rapport à quoi? Qu'est-ce que nous avions convenu ensemble et qui a été trahi? C'est quoi? Le 20, nous avions dit, et cette date n'a jamais été fixée par Pouelé, cette date a été fixée de manière collective. Bon, bien que, et vous donnez même les programmes. Quand on écrit sur Zengamambou, les programmes
ou les plans d'action, quand ça sort sur Zengamambou, Zengamambou, il est connu, l'animateur de Zengamambou est connu en France. Est-ce qu'il peut dire qu'il recevait ça de Pouelé? Non, du tout. Quand on dit le vin, nous allons faire telle chose, est-ce que l'adversaire... Est-ce que vous étiez obligé de mettre tout ça sur un programme? Mais ce n'était pas Pouelé qui le faisait. Je suis désolé. Ceux qui devraient se reprocher de quelque chose, c'est ceux qui justement ventilaient tout. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on a mis sur Internet, que le gouvernement, ou plutôt le pouvoir qui est là, n'a que des analphabètes. Et donc personne ne peut récupérer ça sur Internet. Mais tous nos programmes, tout ce que nous voulions faire, se retrouvait sur un site qui s'appelle Zengamambou, dont l'animateur est connu. Alors d'où lui venait cela? Je sais qu'en tant que journaliste, il ne peut pas dévoiler ses sources. Mais en tout cas, je mets ma main au feu qu'il dise un jour que c'est Pouelé qui lui a envoyé. Non. Mais il y a eu des déclarations sur RFI. Ça n'a jamais été fait par Pouelé. Nous avons tous ensemble dit le 20, nous ferions un dernier meeting. Mais on n'a jamais arrêté une démarche. Vous avez même appelé à l'insurrection. Ben, c'est pas sorti de la bouche de Pouelé, encore une fois. Un membre du FOCAD. Ben, écoutez, un membre du FOCAD sans concertation avec tous les membres du FOCAD. Voilà, alors, en parlant du FOCAD, est-ce qu'aujourd'hui, le FOCAD a un sens du fait que la Constitution a été votée et promulguée? Est-ce que la dénomination FOCAD a encore un sens aujourd'hui? Ben, le FOCAD a deux objectifs majeurs. À sa création, le FOCAD veut faire respecter l'ordre constitutionnel. Premier objectif. Échec. Deuxième objectif, le FOCAD veut que l'alternance démocratique soit assurée. Nous avons encore cet objectif qui est là. Nous allons voir si à partir du 20, encore qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le 20, mais bon, le 20 mars, il y a une élection. Est-ce que nous allons réussir à imposer l'alternance? Donc vous êtes toujours membre du FOCAD? Je suis membre du FOCAD. Et pourtant, lors de la convention, vous avez brillé de votre absence. Mais je préparais le congrès de notre parti. Je ne peux pas être deux Pouelé en même temps. Nous sommes un parti. La réunion n'était pas capitale pour... Je pense que la vie politique du FOCAD n'a de sens que si les partis sont réellement existants et que s'ils sont réellement implantés sur le terrain. Vous aviez envoyé des représentants? Bien entendu. Ah, d'accord. Bien entendu. Je ne suis pas présent, mais nous sommes un parti organisé. Quand le président n'est pas là, il y a une vice-présidente qui existe, qui travaille, qui prend part à toutes les réunions du FOCAD. Et on ne peut pas me faire le reproche de ça. Donc quand on dit qu'il avait du mal à venir affronter les regards de ceux qui l'ont trahi. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours besoin que quelqu'un vienne me dire, nous étions convenus d'aller tuer M. Sassou, Pouelé est allé dire à Sassou, attention, on vient te tuer. Aussi longtemps que personne ne vient me brandir ça. Si c'est simplement la stratégie que moi je connais, que tout le monde connaissait, qu'il s'agissait d'un dernier meeting le 20 octobre et que ce meeting malheureusement n'a pas réussi parce que ça fait l'objet d'une forte répression. Bon, écoutez, moi je suis tranquille dans ma peau, je ne me sens pas comme quelqu'un qui aurait trahi X ou Y. Donc, votre absence à la convention, vous préparez la sortie de votre parti? Je prépare la sortie de notre parti. Alors, le parti des Républicains, quels sont les objectifs de ce parti? Mais comme tout parti politique, nous voulons un jour gérer le pouvoir d'État. Nous voulons... Pas soutenir des candidats? Non. Pourquoi? La plupart des associations concrètes de nos jours et des partis soutiennent des candidats. Non, et nous sommes nés pour conquérir le pouvoir d'État. Si demain les conditions sont réunies, nous avons d'abord un premier travail à faire, c'est celui d'implanter notre parti sur toute l'étendue du territoire national. Après, nous verrons si dans 2, 3, 4, 5 ans, si nous n'avons pas demain un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, si nous n'avons pas besoin, si nous n'avons pas demain un candidat à la présidentielle. Donc, combien de membres comptez-vous à ce jour? Oh, ce serait hasardeux de le dire maintenant parce que nous sommes nés dans un contexte où, il faut dire, nous étions à peu près 1200 personnes, mais le travail d'implantation a commencé à se faire dans le parti a un siège? Oui, il est en Filou, 1 rue Benoît Samba, il est en Filou. Alors, quelle est votre vision pour le Congo? Elle est très grande, vous savez. Je rêve d'un pays qui retrouve d'abord ses lettres de noblesse au plan international. Le Congo est un pays qui a un peuple fort, un peuple intelligent. Rappelez-vous que ce pays a été, au plan culturel,
le deuxième en Afrique, après le Bénin, en termes d'écrivains, en termes de théâtre. Vous n'oubliez pas les grands moments avec Soni Laboutansi, vous n'oubliez pas les grands moments avec Tchikaya Outamsi dans le domaine de la poésie. Donc le Congo est un grand pays qu'il faut valoriser et dont le peuple doit être fier d'appartenir à ce grand pays qui a de nombreuses richesses. Nous avons des minerais, nous avons le pétrole, nous avons tout ce qu'il faut, mais nous avons une très grande richesse qui est très mal exploitée, c'est le transit. Le Congo est un pays qui est très bien placé et à qui il faut redonner sa vocation de pays de transit qui, je pense, peut d'ailleurs venir en appoint à notre économie après le pétrole. Qui finance toutes vos activités? Qui pensez-vous peut financer les activités des partis politiques? En tout cas, tous ceux qui ont des partis, j'aimerais bien voir un chef de parti lever la main pour dire je finance avec mes moyens propres. Il les aurait où? Mais si ce n'est pas les cotisations, si ce n'est pas pour ceux qui ont des élus, les subventions de l'État, si ce n'est pas... La sortie de votre parti dernièrement, c'était les cotisations? Il y a des cotisations, oui. Il y a des cotisations, il y a des aides, il faut l'avouer. Il y a des amis qui ont pensé que nous avons à capitaliser tout le parcours que nous avons énuméré et qu'il était bon que nous créions un parti politique. Donc il y en a qui ont apporté des contributions. Et quel est le regard que vous portez sur cette classe politique actuelle? Vous savez, moi j'ai un combat qui peut paraître un peu illusoire, mais un combat quand même. C'est celui de dire, nous avons connu des aînés qui ont fait ce qu'ils ont pu, c'est à nous de prendre la relève. Donc je n'ai pas à juger de la classe politique actuelle, composée essentiellement de nos aînés des années 60, 70 et tout, non. Mais je me dis, chacun de nous a le devoir de jouer le rôle qui lui incombe à la période précise où il vient de commencer sa vie politique. Donc je n'ai pas un jugement de valeur à apporter. Je pense que cette classe politique qui est là a fait son temps, a fait son travail, a fait ce qu'elle a pu. Et aujourd'hui, il faut avouer que bon nombre des acteurs politiques des années 60 plafonnent. Ils sont dans la routine. Et c'est à nous qui venons d'arriver sur le terrain, sur l'échiquier politique, de pouvoir les dépasser. Et l'humanité tout entière n'a toujours vécu que comme cela. Une théorie vient supplanter une autre et ainsi de suite. Alors, Paul-Marie Pouelé sera-t-il candidat à l'élection présidentielle du 20 mars 2016? Je pense que j'avais répondu à cette question au cours du congrès constitutif de notre parti. Nous avons dit que nous soutiendrons le candidat de l'opposition qui aura un projet politique, un projet qui se rapproche de notre projet. Nous soutiendrons ce candidat. Ça veut dire que M. Paul-Marie Pouelé n'a pas été investi par son parti comme candidat à l'élection présidentielle. Le nom de Paul-Marie Pouelé est-il inscrit dans une liste électorale? Oui, déjà. J'ai demandé d'ailleurs, j'ai lancé un appel à tous les Congolais qui sont en âge de voter, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est un devoir civique. La dernière fois que vous avez pris part au vote remonte à quand? Ça remonte à 2012. C'est vrai que j'étais en prison, mais j'avais un peu délégué ma carte d'électeur puisque j'étais moi-même candidat. Et donc voilà, je participe toujours. Donc vous avez voté aussi lors du référendum? Non. Parce que vous avez dit que vous votez toujours. Non, je vote toujours, mais pas le référendum. Le référendum, vous savez bien que le vote a été... je ne sais pas si on peut parler de vote, hein, mais bon. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Paul-Marie Pouelé est-il croyant? Oui, je suis chrétien. Chrétien. Alors, dans quelle langue priez-vous? Ben, ça dépend. Je prie en Bembe, ma langue maternelle. Je prie en Lingala, en Kituba, en français. Voilà. Et je ne parle pas encore les langues de l'esprit. Il n'y a pas une langue principale que vous priez? Non, je prie en toutes les langues, selon ce que mon cœur me dit ce jour-là. Alors, quel est le dicton ou la phrase que vous aimez dans votre langue maternelle? Dites-nous ça dans cette langue. Je ne sais pas si j'ai des dictons dans ma tête là, mais il y a un dicton, oui, que nous déplorons tous, Kodiamoubem Ngakadia, un peu pour dire que l'individualisme, c'est ce qui vaut chez les bébés. Autant c'est un dicton incitatif au travail, autant il renferme le bébé dans son égoïsme.
Donc un dicton un peu paradoxal. Alors, vous pouvez répéter ça? Kodiamu Bembe Ngakadia. Kodiamu Bembe Ngakadia. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à travers le monde. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut!